mystérieux. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast des histoires inexpliquées, des secrets bien gardés et on aime bien rigoler. Vous êtes en compagnie ce soir de Juliette. Bonsoir. Sandy. Coucou. Et moi-même, et aujourd'hui on va vous parler de 3 nouveaux mystères. Les filles, est-ce que vous avez préparé vos mots-clés? Oui, c'est bon, mon mot-clé sera pirate. Ok. Moi, mon mot-clé est tsunami. Pirate et tsunami, très bien. Vous avez préparé votre chronique ensemble ou bien? Très bien. Et moi, mon mot-clé ce soir sera égout. Charmant. Et voilà. On est sur un thème autour de l'eau ce soir. Alors Sandra, c'est toi qui commences à nous parler de ton premier mystère ce soir. C'est parti. Alors moi, je vais vous parler du tsunami qui s'est passé au Japon en mars 2011 et des histoires mystérieuses qui se sont passées juste après le tsunami. C'est le tsunami de Fukushima ou pas du tout? C'est le tsunami lié au Fukushima. Ah oui. Fukushima Enfin, oui, lié au tsunami du coup. Ouais, d'accord, ok. Pour vous remettre dans le contexte, en mars 2011, du coup, le nord-est du Japon est frappé par un tremblement de terre de magnitude 9, suivi d'un énorme tsunami qui a atteint plus de 30 mètres par endroit et qui a pu s'engouffrer dans les terres sur plus de 10 km. Du coup, ce tsunami a détruit complètement plusieurs villes et à cause des coupures de courant, il y a eu un défaut en fait dans la centrale de Fukushima et c'est effectivement suite à ce tsunami qu'il y a eu la catastrophe de Fukushima. D'accord. Pour vous remettre, encore une fois, c'est une affaire de contexte. Ouais. Et en fait, suite à cet événement, dans les mois qui ont suivi, il y a eu plusieurs apparitions, plusieurs témoignages d'apparitions de fantômes dans la région. On parle de centaines. Mais en plus, ce tsunami, il a été hyper violent. Je me souviens, moi, à l'époque, j'étais au collège et les journaux, la presse en parlaient énormément. C'était très, très morbide quand même, comme événement. Oui, c'est en fait, ça a été le plus fort tremblement de terre jamais enregistré au Japon. En fait, la plupart des morts liés au tsunami, il y en a eu plus de 18 000, et c'est 90% lié à la vague. En fait, les bâtiments avaient plutôt bien résisté, mais d'un coup, tu as par exemple dans certaines préfectures touchées par le tsunami, plus de la moitié de la population a disparu dans la catastrophe. On parle de... Donc vraiment juste emporté par les flots. Emporté par la vague. Ok. En fait, les témoignages ont tellement été importants qu'il y a eu une étudiante en sociologie, Yuka Kondo, qui allait se renseigner dans les zones touchées par la catastrophe, et surtout, en fait, auprès des chauffeurs de taxi. Parce qu'il y avait quelques histoires qui remontaient, comme quoi les chauffeurs de taxi auraient pris dans leur voiture des fantômes. D'accord. Elle a été dans la préfecture de Ishinomaki, où elle a interrogé 100 chauffeurs de taxi. La plupart leur un peu renvoyé bouler, mais 7 chauffeurs lui ont affirmé avoir reçu dans leur voiture des gens. La plupart des témoignages se ressemblent. Notamment, il y a un homme qui dit avoir pris une jeune femme dans son taxi. Elle est montée et elle a demandé à aller au district de Minamihama, ce qui a surpris le chauffeur parce que c'est une des zones les plus touchées, enfin qui a été très détruite par le tsunami. Du coup, il lui demande si elle est sûre et elle lui demande est-ce que je suis morte? Ah, Elle a disparu, elle était dans le taxi, elle s'est évaporée. creepy. Ok. Ouais, Mais c'est pas... Est-ce que c'est des chauffeurs de taxi qui sont endeuillés par le tsunami ou pas? C'est des chauffeurs de Est-ce taxi que ça qui peut opèrent jouer dans la région et qui en fait c'était justement une des seules façons de se déplacer dans la région pendant une période. Oui, mais Entre est-ce les que vacances. eux, ils ont subi des pertes? Mais est-ce que, oui, et lui, il a été traumatisé par le tsunami? Est-ce que c'est des personnes qui ont perdu des gens, tu vois, dans la catastrophe, et du coup, le trauma du deuil et de la catastrophe fait qu'ils... Leur cerveau, il crée des apparitions. Je sais pas précisé si eux ont été personnellement, s'ils ont perdu des proches dans la catastrophe. Ouais, ok. Après, il faut... la catastrophe a été telle qu'effectivement certaines villes ont été détruites et si c'était des gens de la région, tu es traumatisé d'une manière ou d'une autre. Toute ta ville est détruite du jour au lendemain, la moitié des gens que tu connais a disparu. Même si Oui, non, mais... C'est bizarre que Oui, c'est elle quand même ait hyper fait choquant. cette étude, elle est partie interroger 100 chauffeurs de taxi, etc., mais qu'elle se soit pas penchée sur les aspects psycho, en fait. Alors en fait ça fait partie, là je vous énonce les faits de l'enquête, comment elle a été opérée, mais effectivement elle avec son professeur de sociologie avance plus l'hypothèse du deuil collectif et que le fait que tout le monde, beaucoup de personnes dans la région aient vu ont des histoires relatées aux fantômes, ce serait une manière en fait aux gens déjà en fait de combler le vide laissé par les victimes
et aussi une manière de les aider à passer à autre chose, à faire leur deuil. Parce que dans la plupart des témoignages, les gens ont aidé les fantômes d'une façon ou d'une autre à retrouver leur chemin, où il y avait une dame notamment qui témoignait qu'une nuit, une personne est venue toquer à sa porte, trempée, des mois après le tsunami, et lui a demandé des vêtements chauds. Elle lui a donné, et la personne a disparu. Oh, c'est pas mal. Enfin, c'est fou. Ben, en fait, là, pour en revenir au chauffeur de taxi, il y a un autre conducteur qui affirme avoir pris un jeune homme dans son taxi. Le jeune homme lui a demandé d'aller à Iyoriyama, une montagne située à côté de Ishinomaki, donc une ville détruite par la vague. Quand ils sont arrivés au sommet, le conducteur s'est tourné vers le jeune homme et il a disparu. Mais c'est pas... le mythe de la Dame Blanche, c'est pas ça aussi? Y a pas une histoire de voiture? Ça ressemble effectivement au mythe de la Dame Blanche. Mais là, tu n'as pas cette notion de peur. Déjà, ce qui est troublant, c'est que dans les 7 chauffeurs qui ont témoigné avoir pris le fantôme, déjà ils ont démarré la course dans leur taxi. Ils ont eu un petit appareil, quand tu prends un client, il démarre la course et ça commence à facturer. Donc ça veut dire que quelque part quand même ils étaient persuadés qu'il y a quelqu'un dans la bagnole. Et effectivement, et tous ces chauffeurs de taxi qui ont vu les fantômes ont dit qu'ils n'ont jamais eu peur à aucun moment. Ils étaient plutôt contents en fait. Donc ça rejoint ce que tu dis, qui est qu'effectivement ça leur permettait de faire une bonne action pour finir leur deuil. Oui, c'est ça en fait. Soit c'est difficile à dire, mais on peut imaginer que le fait, soit ils ont vraiment aidé quelqu'un à retrouver leur chemin entre guillemets, les fantômes ne retrouvaient plus leur maison détruite, ou sinon le fait qu'ils se soient imaginés avoir reçu quelqu'un dans leur voiture, ça leur a permis d'aider quelque part les victimes qui sont mortes. Et donc oui, en fait, ce qui est différent de la Dame Blanche, c'est que la Dame Blanche, c'est vraiment, les légendes autour de ça, c'est vraiment des esprits frappeurs. C'est un peu la menace que tu peux trouver au coin de la route, le soir tard. Oui, alors que là, il n'y a pas ça, c'est vraiment des esprits plutôt errants et perdus. C'est ça. C'est lié aussi à la culture autour des morts, et de la mort de manière générale au Japon. Les touristes considèrent plus que la mort est autour de nous. C'est comme si les morts restaient autour de nous, mais qu'il y avait juste un fin voile entre les vivants et les morts. Et c'est important d'accompagner les défunts pendant tout leur voyage, entre guillemets. Leur donner une place décente où ils peuvent reposer et prier pour qu'ils puissent... je crois pas, il n'y a pas une question de paradis, mais qu'ils puissent passer de l'autre côté en paix. La culture des yurei, c'est le mot japonais pour fantôme au Japon, en fait explique que les esprits errants qui restent, ce sont des gens qui soit n'ont pas eu une sépulture décente, soit qui restent pour chercher vengeance ou régler leurs soucis non pas réglés de leur vie. Ok. Et donc pour revenir aux histoires qui sont similaires par rapport à ça, en fait on a du coup les légendes de Dame Blanche, qu'on retrouve beaucoup enfin c'est des légendes parce qu'il n'y a pas vraiment de témoignages crédibles autour de la Dame Blanche en France. Comment ça, pas de témoignage crédible? Hop, doucement. Voilà, c'est comme le titre l'indique, c'est une légende. Oui, et peut-être qu'on sait pas, ça vient d'une vraie histoire. Après, je dis ça, moi je suis toujours terrifiée, ça fait partie de mes grandes hantises quand je roule de nuit, toute seule dans ma voiture, c'est de rencontrer une Dame Blanche. En même temps, vu les routes de campagne à Limoges, j'ai envie de te dire, il y a des chances que tu croises quelque chose, oui. Oui, moi j'ai plus peur de taper un lapin. Mais... Un chevreuil aussi. Aussi. Mais c'est vrai que quand tu commences à regarder des vidéos de Dame Blanche sur YouTube, j'avoue qu'après tu deviens complètement parano la nuit et dès que tu vois une espèce juste une petite lumière ou quelque chose d'un peu translucide, tu deviens fou. J'ai eu une peur comme ça une fois. J'ai cru que j'avais croisé une orbe, mais c'était juste un éclairage un peu chaud. Je me suis dit, ça y est, ils sont venus pour m'attraper. La chance. Ça, c'est un coup du coup à te mettre dans le fossé pour rien en fait. T'imagines, tu dis quoi au pompier? J'ai vu une orbe. Je vous assure, elle était là. Donc pour en revenir, effectivement, on retrouve beaucoup la légende de la Dame Blanche en France. Et, fun fact, il y a aussi une légende urbaine présente à la Nouvelle-Orléans, qui apparemment, il y aurait des compagnies de taxi à la Nouvelle-Orléans qui refusent d'envoyer leurs employés dans certaines zones de la ville, parce qu'il y aurait eu trop eu de fantômes qui sont entrés dans le taxi et qui sont disparus avant la fin. Donc le prix du trajet, c'était pour eux. C'est dingue.
Mais c'est vrai que la Nouvelle-Orléans, c'est passionnant au niveau des histoires et des choses un peu surnaturelles parce que c'est quand même, je crois, si je me trompe pas, le berceau du hoodoo et du vaudou. Oui. Toute la Nouvelle-Louisiane, en fait, est vraiment ancrée dans la culture du vaudou. Et la Nouvelle-Orléans fait partie des villes les plus réputées pour être hantées. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas. Et du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de légende. Après, pour avoir cherché un peu, c'est surtout cultivé par les compagnies de tourisme, des choses comme ça, qui cultivent un peu le mythe de la Nouvelle-Orléans, ville hantée, exotique, tout ça. Mais c'est rigolo, du coup, qu'il y ait cette forme de légende urbaine qui revient. C'est génial. T'imagines une entreprise, pourquoi vous avez fait faillite? Trop de clients fantômes. Ça marchait plus bien. On note quand même la différence de traitement entre les Japonais parce que la plupart, du coup, les chauffeurs de taxi qui ont eu leurs passagers clandestins, les ont emmenés à destination et ont payé pour le trajet, pour les aider du coup comme une forme d'hommage. Alors que les compagnies de chauffeurs de taxi américains, ils ont arrêté d'aller là-bas parce que ça va. On va pas payer pour eux, merci bien. Franchement, je suis étonnée qu'ils aient pas fait un procès. C'est clair. Donc voilà, il y a certains spécialistes qui avancent la thèse que les visions de fantômes comme symptômes de stress post-traumatique. Parce que le Japon a déjà été victime de grandes catastrophes, notamment les bombes atomiques. Et aussi, il y a eu un tremblement de terre en 1995 à Kobe, je crois. Oui, c'est ça. À Kobe. Et il n'y a pas eu de témoignage de l'apparition de fantômes après ces catastrophes. Après, c'était il y a longtemps, donc est-ce que les médias y accordaient plus de crédit, moins de crédit justement à l'époque que maintenant, on ne sait pas. Oui, puis 2011, t'es quand même sur une époque où tu vas avoir des infos et des idées véhiculées par internet, des vidéos, des gens qui cherchent sur des photographies, voire truquer des images ou faire des montages pour alimenter une légende. En fait, c'est les médias qui relataient ces histoires, y allaient quand même avec des pincettes parce que on parle de gens qui ont été traumatisés par une catastrophe, mais c'était plus relaté comme un fait étrange et intéressant dans lequel on peut jeter un œil, pas comme un vrai témoignage de fantômes. Tu peux pas apporter comme une preuve en mode les fantômes existent et tout ça. C'est un fait intéressant qui s'est passé après le tremblement. Je sais pas si je suis claire. Si, c'est clair. En vrai, je vous conseille, en recommandation par rapport à cette histoire, il y a la série documentaire sur Netflix, Les Enquêtes Extraordinaires, qui a consacré un épisode, et qui est très touchant comme épisode, que je vous conseille. Et il y a eu un livre qui est sorti sur justement les fantômes du tsunami, qui s'appelle Ghosts of the Tsunami. Traduction littérale, les fantômes du tsunami. Oui, qui relate les différents témoignages qui ont pu être transcrits de ces fantômes. Il y a certaines histoires vraiment étranges, notamment il y a une station de pompiers dans une des zones touchées par le tsunami qui a constaté un grand nombre d'appels de maisons qui avaient été détruites pendant le tremblement de terre et le tsunami. Il y a eu beaucoup d'appels fantômes en fait à cette station de pompiers et qui se sont arrêtés à partir du moment où quelqu'un est venu prier sur des lieux en question, prier pour les morts. Donc il y avait vraiment les pompiers décrochaient, il y avait vraiment une voix qui leur parlait. Oui, qui appelait à l'aide. Mais comment ils savaient que ça venait de là-bas? Parce que les gens, du coup, au téléphone donnaient l'adresse, et c'était par contre des adresses où les maisons n'existaient plus. Ah, c'est fou. C'est fou. Et quand les pompiers disaient c'est pas une adresse viable, il se passait quoi? Je sais, j'ai pas les détails. Ah oui. Ah, c'est fou, c'est incroyable. On dirait presque une hallucination collective, en fait. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Une autre, du coup, ça c'est plutôt dans le reportage sur Netflix, une dame, une japonaise qui est assez sensible au spirituel, raconte elle avoir souvent vu des victimes de la catastrophe dans les mois qui ont suivi, voire des années après. Et elle a pu notamment rencontrer un groupe de jeunes hommes quand elle était en voiture qui l'ont fait arrêter, qui étaient sur son chemin, et elle avait vu qu'ils étaient morts, et ils lui ont dit oui, on est perdus, on sait pas comment rentrer, et elle leur a dit vous êtes morts, et ils sont disparus. Wow. Mais comment elle savait qu'ils étaient morts? Parce que c'est une médium. C'est une dame qui est sensible au monde du spirituel et qui dit voir les fantômes depuis tout petit.
donc elle a su qu'ils étaient des fantômes. Encore une fois, c'est elle qui l'avance, il n'y a aucun moyen de le prouver. Pas mal, intéressant. Merci beaucoup Sandra pour Ouais, merci. cette page de culture japonaise. Et nous allons pouvoir passer à la chronique suivante. La chronique des égouts. La chronique de Loli. Oui. Oui, alors aujourd'hui j'ai prévu de vous parler des égouts. Et comme toujours, ça a vite dévié. Alors pas avec des extraterrestres ce coup-ci. Je me lance, vous allez vite comprendre. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de Henry Mayhew, qui est un journaliste anglais qui en 1840, en Angleterre, est parti à la rencontre des travailleurs pauvres de Londres pour recueillir leurs témoignages sur leurs conditions de travail et leur quotidien. Ces reportages et ces interviews étaient très détaillés et ils étaient publiés quotidiennement dans The Morning Chronicle et ont été ensuite réunis dans un livre qui est un livre de référence en Angleterre sur la condition des ouvriers qui s'appelle London Labour and the London Poor, de la condition des ouvriers pendant l'époque victorienne. On est en 1840. Donc pour vous resituer vite fait le contexte historique, en fait l'époque victorienne ça correspond au règne de la reine Victoria, de 1837 à 1901. Et c'est une époque très importante pour le Royaume-Uni parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il devient la première puissance mondiale. À lui seul, il fournit 1/3 de la production mondiale des produits manufacturés parce que le Royaume-Uni a commencé sa révolution industrielle. La Grande-Bretagne, à ce moment-là, est considérée comme un modèle pour les autres nations. Et on doit notamment au XIXe siècle anglais des inventions indispensables au quotidien, comme les toilettes avec la chasse d'eau, les machines à coudre, les pneus ou encore le métro. Vous en doutez bien, cette époque florissante de révolution industrielle amène évidemment son lot de transformations sociales et politiques, et on voit l'émergence de la classe moyenne, l'organisation du mouvement ouvrier. En fait, cette révolution industrielle, elle a vraiment profité, on va dire, aux classes aisées, mais elle a plongé les pauvres dans une misère encore plus profonde et a créé vraiment des disparités de classe, quoi. Alors, oui, je vais vous parler des égouts, mais je fais un petit topo avant sur les classes prolétaires. Je ne m'arrête jamais dans ma lutte. Tu nous fais quand même un petit historique sur la lutte des classes avant, quand même. Ouais, mais tu sais que c'est un peu mes passions, la lutte des classes et les extraterrestres, quoi. Donc à ce moment-là, à cette époque-là, pardon, les pauvres vivent dans ce qu'on appelle des workhouses. C'est un système de logement-travail qui est très punitif, en fait. C'est quelque chose qui a été créé il y a très longtemps, en 1597, par la reine Élisabeth Ier. Et en fait, c'est pour les pauvres qui travaillaient pas. En fait, ils étaient enfermés dans des genres d'hospices où ils devaient travailler pour l'hospice. Parfois 10 heures par jour, les enfants aussi. Et en fait, le but, c'était que leurs conditions de travail dans ces workhouses soient pires que s'ils étaient employés quelque part. Pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, pour bien dire, ils avaient qu'à travailler, ici c'est pas l'hôtel, voilà. Donc le but, c'était vraiment de les briser. Super. Charmant. Ouais. Donc c'est assez intéressant ces workhouses, je vais passer vite fait dessus, mais je vous encourage vraiment à lire des choses dessus, c'est fascinant et il y a beaucoup de rapprochements à faire avec la politique actuelle. Bon voilà, c'est des endroits où les historiens ont quand même parlé de maisons génocidaires en fait, parce qu'il y a un taux de suicide hyper élevé. Ah ouais, carrément. Et du coup, Mayhew, dont je vous parlais tout à l'heure, a été à la rencontre des personnes qui vivaient dans les workhouses, a été à la rencontre des personnes pauvres, qui travaillaient dans d'autres domaines, tout ça. Et parmi ces gens qu'il a interviewés, il a interviewé ce qu'on appelle des toshers. Donc en fait, les toshers, c'est des gens qui travaillent dans les égouts. On les appelle aussi les chasseurs d'égouts. Pour resituer, à l'époque, Londres avait un énorme réseau d'égouts sous la ville, construit au fil des années, avec pas vraiment de plan. C'était avant ce qu'on appelle la grande puanteur, donc Londres était sale. Les rues étaient pleines d'immondices, ça sentait pas bon. Voilà, donc les gens qui travaillaient là-dedans étaient dans des conditions affreuses. Dans les égouts, on jetait tout. On jetait les détritus, on jetait les selles, on jetait les cadavres d'animaux, enfin, c'était l'enfer. Cadavres d'animaux, là. Ouais. Tu en dresses un portrait, en tout cas.
Magnifique. J'espère que vous sentez d'où vous êtes l'odeur de Londres victorienne. C'est important. Ouais, ouais. Donc, construit au fil des années, ce réseau d'égouts était vraiment labyrinthique et dangereux. Mais, comme ceux dont je parlais tout à l'heure, il générait de nombreuses professions, dont les tocheurs, dont la mission était de patauger dans la boue des égouts sur des kilomètres, à travers des rats qui les attaquaient, à la recherche d'objets de valeur comme des couverts en argent, des clous, des morceaux de cuivre, des pièces de monnaie, des bijoux et du métal. Et après, ils revendaient ces objets qu'ils trouvaient pour gagner quelques pièces. On se demande où tu vas quand même avec cette histoire, hein. On parle de mystère inexpliqué. Je suis vraiment curieuse de voir où ça va. Ils travaillaient soit directement les mains dans la boue, soit avec un genre de perche, une grande perche équipée d'une houe qui leur permettait de sonder les profondeurs en fait des immondices des égouts. Et aussi de se rattraper s'ils trébuchaient ou de rattraper un pote s'il tombait. J'imagine le pote au bout de la perche. C'était un métier vraiment difficile, ils travaillaient souvent en famille. C'est un métier qui a été beaucoup décrit par Mayhew, notamment leur apparence physique. Donc ils portaient des pantalons de toile avec des tabliers, des grandes poches pour ranger les objets qu'ils trouvaient. Et ils avaient une lanterne accrochée à leur poitrine parce que dans les égouts il fait quand même très très sombre. Malgré les quelques grilles d'ouverture, on voyait pas grand chose. Ça rappelle les mecs qui descendaient dans les mines de charbon en fait. C'est vraiment ça, l'ambiance. Mais ceux qui descendent en famille, dans l'obscurité, avec des conditions ignobles. T'as raison Juliette, c'est vraiment ça. Et c'est encore un métier qui était pour les pauvres en fait. Justement, les tocheurs, ils étaient considérés comme une classe sociale inférieure, en fait, parce que quand ils ressortaient de là, ils puaient. C'était très dangereux, comme ce que je disais tout à l'heure, il y avait des vapeurs nocives, ça faisait des poches, en fait, qui explosaient avec des gaz mortels, il y avait des tunnels qui s'effondraient, il y avait les rats, dont je parlais tout à l'heure aussi, et les écluses qui pouvaient s'ouvrir, et tu pouvais finir emporté par la boue. Et en fait, ce réseau d'égouts londonien, il a généré aussi d'autres jobs, pour la classe sociale pauvre. Il y avait les grubbers, donc en fait, qui faisaient à peu près la même chose, mais dans les canaux à ciel ouvert. Et il faut aussi noter que, en fait, ce travail informel que faisaient les tochers de récupérer les choses et les grubbers, ça permettait aussi que les égouts soient moins encombrés. Ça permettait de faciliter l'évacuation dans les conduites, tout ça. Il y avait aussi les mudlarks, qui sondaient les rives de la Tamise, eux, donc souvent des enfants, et pareil, pour chercher des pièces, pour chercher n'importe quoi qu'ils pouvaient revendre. Et après, il y avait des métiers plus officiels, qui étaient proposés par la ville, donc il y avait les nightmen, ou qu'on appelle aussi les hommes de la fange. En fait, ils vidangeaient les fosses, et ils transportaient les excréments vers les fermes pour faire du purin. Il y avait les flushermen, qui eux étaient un peu comme les tochers mais vraiment employés par la ville, donc qui enlevaient les objets qu'il y avait dans les égouts pour que l'eau circule. Et il y avait les rat catchers qui étaient en fait employés pour choper les rats pour éviter que les maladies se propagent. Beaucoup de professions différentes. Ouais, c'était un vrai écosystème économique en fait. Mais nécessaire pour la cohésion de la ville. Tout à fait. En 1840, les conditions de travail sont devenues encore plus pénibles pour les tochers parce qu'en fait, c'est devenu illégal de rentrer dans les égouts sans autorisation. À cause des personnes qui étaient décédées à cause des effondrements, la ville a décidé de rendre ça illégal. Et du coup, eux, ils continuaient d'y aller de nuit pour pas être repérés parce que finalement, c'était leur gagne-pain. Encore plus dangereux pour eux, encore une décision intelligente de la ville. Et du coup, donc, Henry Mayhew a rencontré ces tochers et a recueilli leurs témoignages. Et c'est là où ça devient intéressant en termes de mystère. Le mystère. Voilà, Il arrive. C'est que ces gens-là, en fait, sous terre, ils ont vu des choses que personne d'autre n'a vues, en fait. C'est-à-dire Et notamment une histoire qui a vraiment marqué l'esprit des Londoniens pendant très longtemps. Il paraîtrait que dans ces égouts, il y avait des créatures monstrueuses qui y vivaient, sanglantes, une horde de porcs noirs sauvages, gigantesques, assoiffés de sang, et qui attaquaient les tochers et les autres travailleurs souterrains. Attends, quoi ? Les gens témoignaient avoir été attaqués par une bande de sangliers géants dans les égouts ?
Ouais, les Tochers, en Étrange. fait, disaient que ils prenaient leurs précautions, en fait, parce qu'il y avait des endroits spécifiques sous la ville où il y avait des risques de se faire attaquer par des cochons sauvages. Dans les égouts. C'est étrange. C'est étrange et Tu te mystérieux. demandes tu te demandes si les vapeurs toxiques ont pas joué leur rôle aussi, tu vois. Ouais, mais c'est pourquoi les cochons? Ah oui, pourquoi des cochons? Alors, Parce que ça pourrait être, tu vois, des masses informes, ça pourrait être des fantômes ou des trucs plus, C'est vrai. tu vois, moins vraiment moins réel. détaillés, en fait. Vraiment, d'avoir le Ouais. cochon, c'est marrant. Mais c'est en ça que c'est hyper intéressant. Ces témoignages, c'est Mayu qui les a rapportés. Donc, on va y venir plus tard, mais effectivement, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est une légende urbaine? Voilà. Alors, pourquoi des cochons? D'après l'histoire, un jour, en fait, il y aurait une truie qui serait tombée dans les égouts. Et elle aurait fait des petits dans les égouts. Et en fait, ils se seraient reproduits entre eux pendant des années. Ça aurait créé une nouvelle race consanguine avec son lot de déformations et de monstruosité. Et qu'après, ça aurait créé des hordes qui vivraient dans les égouts et qui se déplaceraient pour manger les ordures et attaquer les humains. Ce serait crédible, effectivement. Ce serait possible. Voilà. En plus, 20 ans après, il y a le Daily Telegraph qui a fait un édito, qui a fait un article, pardon, et qui a reparlé de cette histoire. Donc un journal en parle aussi, si tu veux, tu dis bah pourquoi pas, quoi. Finalement, on se pose vraiment la question de si c'est une légende ou si c'est vrai. Et justement, Mayu, un jour, a écrit « Cette histoire, apocryphe comme il semble, a néanmoins ses croyants. » Et il y a d'autres sources qui pourraient alimenter cette histoire. C'est le fait que 100 ans avant, en 1700 à peu près, il y a un cochon qui s'est échappé de chez un boucher, qui a filé dans les égouts, et qui est ressorti 5 mois plus tard, bien plus gros que lorsqu'il était rentré. Et du coup, les gens se sont dit, bah tiens, c'est possible que les cochons puissent vivre dans les égouts, finalement, c'est très plausible. Oui, il s'est répété que les cochons mangent de tout, donc c'est possible qu'ils aient pu se nourrir de ce qu'ils aient trouvé dans les égouts et survivre. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est très plausible au final. Ouais, c'est malin un cochon, donc... J'essaie d'imaginer... c'est vrai. Tu vois, c'est malin, c'est aussi... Voilà. J'essaie d'imaginer les gars qui sont dans l'obscurité la plus totale, dans un tunnel poisseux où t'arrives pas à marcher, et d'un coup tu entends une horde de cochons arriver sur toi. J'imagine l'angoisse. Puis imagine-toi des cochons qui sont reproduits entre eux pendant des années, donc les trucs c'est des monstres quoi. Ouais, je peux comprendre aussi qu'ils ont... Avec 3 yeux et 10 pattes, voilà quoi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense de cette légende? Donc là, on a vu ensemble que c'était quand même possible finalement. Il y a un écrivain qui s'appelle Scott Wood qui co-gère actuellement la London Fortean Society. Alors je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de la Fortean Society au dernier épisode. C'est ces personnes de bon goût qui collectionnent les mystères avec Charles Fort et la pluie de poissons dans le ciel. Oui. Voilà. Oui, tu en as parlé, c'est vrai dans ta chronique. Voilà. Et ce mec, donc Scott Wood, qui est un contemporain, qui est quelqu'un qui vit aujourd'hui, a écrit un livre sur les légendes urbaines de Londres, et il pense que cette histoire de cochon, ce serait surtout une légende qui serait née de la naïveté de Mayu, en fait, dont auraient profité les Tochers. Ce qui est possible, on ne sait pas. Ce qui est possible. On ne sait pas. On est sur une Londres victorienne, donc en fait, l'époque victorienne en Angleterre, il y a vraiment beaucoup de mythes et légendes. C'est à cette époque-là qu'on parle pour la première fois de Sweeney Todd, le barbier, qu'on parle de Frankenstein, qu'on parle de Dracula. C'est des personnages issus de romans, en fait, ou de contes oraux, on va dire. Et ce qui est assez intéressant de noter, justement, sur cette époque victorienne, c'est que le genre littéraire de la fantasy, je sais pas si c'est le genre que vous lisez, les filles. Un peu, si. C'est un peu. Voilà, ben... C'est un genre qui est né dans la seconde partie du 19e siècle, alimenté par le contexte socio-économique de l'Angleterre, on parlait tout à l'heure de la révolution industrielle. Et en fait, c'est né de cette époque victorienne. Ok. Donc l'époque était fertile à ce genre d'histoire aussi. Voilà, exactement. En fait, les gens, ils subissaient cette révolution industrielle, les conditions de vie étaient vraiment abominables, donc en fait, ils avaient besoin de se réfugier dans un monde... enchanté en fait, dans un monde plus sympa. Au niveau des écrivains, c'était
un moyen de faire un pied de nez au mouvement littéraire dominant de l'époque qui était le réalisme. Alors en France, on avait Balzac, Zola, en Angleterre, c'était Dickens. Donc là, c'était vraiment prendre à contre-pied ce mouvement-là. Il y a un auteur justement de fantasy que j'aime beaucoup qui s'appelle Terry Pratchett, qui a écrit Les Annales du Disque-Monde. Et qui a justement... Oui. Justement, Pratchett, en fait, dans la ville principale du Disque-Monde, dont il parle souvent, la rivière, je crois que c'est l'Ancre, la rivière, c'est inspiré de la Tamise à ce moment-là, en fait. Avec les rues qui puent, etc. Et en fait, il a justement sorti un livre en 2012 qui s'appelle Dodger. J'ai mangé le nom en français, je sais plus comment il s'appelle. Et ça parle de la vie d'un tocheur dans les années 1850. Voilà, donc, est-ce qu'il y avait vraiment des cochons sanguinaires et sauvages dans les égouts dans la Londres victorienne ? On ne le sait pas, mais aujourd'hui, rien ne prouve le contraire. Mystère mystérieux. Ah, c'est cool. Oui, finalement, oui. Les deux versions sont tout à fait plausibles, qu'il y ait vraiment eu des cochons ou que l'époque faisait que tout le monde était plutôt enclin à croire ce genre d'histoire. Tout à fait. Juliette, est-ce que tu vas nous parler de ton mystère des pirates à présent ? Oui. Je vais vous parler de mon super mystère de pirate. Alors, mon histoire, du coup, se passe au début du XVIIIe siècle, à la fin de l'âge d'or de la piraterie. Un groupe de pirates fuyant les Caraïbes où la chasse leur a été donnée rejoint le sanctuaire Forban de l'île Sainte-Marie au large de Madagascar. Dans ce gang de pirates, qui est majoritairement anglo-saxon, il y a un Français qui s'appelle Olivier Levasseur. C'est un ancien corsaire du roi engagé en pleine guerre de sécession d'Espagne et qui devient pirate à la fin du conflit. C'est une belle carrière, ça, pirate. Oui. Oui. J'aime beaucoup. Moi aussi. Est-ce que tu crois qu'il y a un petit BTS pirate d'ailleurs ? Oui. J'en parle à la fin de la chronique. D'accord. Donc, ce Levasseur-là devient pirate et il se forge une solide réputation, celle d'un redoutable prédateur fondant sur ses proies à la vitesse d'un rapace, et c'est pourquoi on le surnomme plus tard la Buse. Donc attiré par les précieuses cargaisons des compagnies des Indes, d'Angleterre, d'Espagne et de France, il sévit dans tout l'océan Indien pendant environ une dizaine d'années. Donc pendant toutes ces années, il mène de nombreux raids, dont un qui va marquer l'histoire de la piraterie. En 1721, il capture le grand galion portugais, la Vierge du Cap, avec l'aide du pirate anglais Taylor. Ce navire transportait peut-être l'un des plus grands trésors jamais enregistrés, qui est estimé aujourd'hui entre 4 et 5 milliards d'euros. Wow. Ah, quand même. Ouais, sacré somme. Donc c'était un très très gros navire, parce qu'il avait près de 72 canons. Mais alors attends, je comprends pas, c'est le bateau qui valait si cher ou le trésor à l'intérieur qui valait si cher ? C'était le trésor. Alors il y avait de l'or, des diamants, des bijoux, des épices, des étoffes, des bois délicats, enfin il y avait tout un tas d'objets précieux. Ce bateau de la luxure. Tout à fait. C'est pas forcément la même chose, la luxure, hein, quand même. Oui, mais... c'est pas faux. Il y avait également des femmes, des déesses, des Apollons, tout un tas de choses. Ça avait l'air sympa. Sandra, elle veut le BTS tout de suite. Oui, c'est ça. Et donc, la Vierge du Cap est radoubée et remise à neuf par Levasseur et devient du coup son bateau sous le nom de Le Victorieux. Ça va. Et puis ensuite, après avoir récupéré Le Victorieux, il continue ses méfaits jusqu'en 1724. Donc que se passe-t-il en 1724 ? Donc à cette date, le roi de France signe la charte de Clémence qui permet aux flibustiers d'être graciés à condition de rendre la totalité de leur trésor. C'est dingue. Et donc, la Buse, forcément, il refuse de restituer son trésor. Et du coup, il tente de se cacher et de se faire oublier sur l'île Sainte-Marie en tant que pilote. Mais en 1729, il offre ses services au vaisseau de la Méduse, qui appartient à la Compagnie des Indes, qui voulait du coup rentrer sur le port de Sainte-Marie. Et le capitaine du bateau, le capitaine d'Hermite, le reconnaît, se souvenant que le pirate avait maintes fois arraisonné des navires de sa compagnie, et il l'arrête.
Donc pas de chance. Ça, Hein. faut vraiment pas avoir de chance. Par contre, c'est la méduse par rapport à un radeau, la méduse, ou c'est complètement autre chose? Mais je sais pas. J'ai pas cherché ça. Je t'avoue que c'est un autre mystère à résoudre, je sais pas du tout. Juliette, c'est où Sainte-Marie? C'est au large de Madagascar. Ok, merci, parce que je suis super nulle en géo. Ouais, c'est vraiment l'île où il établit son refuge. D'accord. Donc il y a un mec qui est venu le chercher sur l'île de Sainte-Marie, et au fait, on ne se connaît pas par hasard. Voilà, donc c'est très con. Donc il le reconnaît, il l'arrête, et il est ramené du coup sur l'île de Bourbon pour y être jugé. Il est condamné à être pendu haut et court le 7 juillet 1730. Ok. Voilà, donc c'est ici que ça devient intéressant. C'était déjà intéressant. C'était déjà très intéressant. Mais c'était pas mystérieux. Ça me dit quelque chose, cette remarque. Est-ce qu'il y a des cochons sauvages dans l'eau? Oui, non, c'est pas vrai. Donc, après avoir fait vœu de repentance devant les portes de l'église, la corde au cou, la Buse jeta un mystérieux cryptogramme à la foule en s'exclamant « Mon trésor à qui saura comprendre ?» C'est là le dernier coup d'éclat de la Buse et le début de la quête du plus grand trésor jamais caché. On dirait One Piece. Exactement, c'est le pirate, enfin un des pirates qui a inspiré One Piece. Ok. Mais ça, cet événement où il était sur le point d'être pendu et qu'il a jeté un truc, c'est documenté pour de vrai? Ou c'est une légende? Alors c'est sa pendaison, etc. Ça c'est véridique, hein. Toute l'histoire que j'ai racontée avant c'est véridique. Il y a juste le passage du message jeté dans la foule. Ça c'est vraiment une légende et on ne sait pas si c'est vrai. D'accord. En fait en 1934, donc c'est assez récent, c'est l'historien Charles de la Roncière qui est le premier à publier une traduction du message codé qu'il aurait retrouvé. Voilà, un texte très obscur. Et en fait, ce cryptogramme est peu crédible. En fait, on ne sait pas s'il est vrai ou pas. C'était combien de temps après, t'as dit? Là, c'est 1934. Plus de 200 ans plus tard, voilà, le cryptogramme aurait été retrouvé. Ah ouais, ok. Voilà, et apporté du coup à cet homme, la Charles de la Roncière, par une certaine Madame Savy, qui habitait aux Seychelles, et descendant direct de la famille Nagéon de Lestan, qui est du coup une famille qui comptait parmi ses membres un corsaire également qui s'appelait Bernardin de Lestan, dit Butin. Mais la famille de Madame Savy et sa descendance n'a pas confirmé publiquement ces dires. Donc rien ne prouve que l'origine du cryptogramme est authentique. Et en fait, encore aujourd'hui, le cryptogramme est entre les mains de particuliers et personne n'a jamais authentifié ce document. Il a jamais été rendu public. Donc il y a des photos, il existe des photos sur internet avec le message, avec différentes traductions possibles, mais personne ne sait si c'est un vrai cryptogramme ou pas. Pourquoi différentes traductions possibles? Parce que c'est un... En fait, l'alphabet qui est utilisé, c'est un alphabet un peu étrange utilisé par les francs-maçons. D'accord. Donc c'est pas... c'est vraiment déjà un alphabet crypté qui est utilisé. Et du coup, moi, j'ai trouvé différentes sources et différentes traductions sur Internet. Et bon, bah, comme c'est un alphabet étrange, je ne saurais pas dire quelle est la bonne ou la mauvaise traduction. Et comment ils ont fait pour attacher ce cryptogramme, du coup, à Vassar? Si c'est pas prouvé que ce soit lui, exactement. S'il n'y a pas d'effet relatant son... Bah justement, c'est ça qui reste pour l'instant mystérieux, en fait. Ah, on sait même pas si c'est lui qui l'a écrit. Ah non, justement, c'est ce que je dis, ouais, que le cryptogramme n'est pas authentifié. D'accord. Donc on ne sait pas qui l'a écrit, d'où il sort, pourquoi quelqu'un a ça, on ne sait pas. Donc voilà, donc le mystère de cet alphabet, pour l'instant, est un peu... n'est pas résolu. Donc je vous ai trouvé une traduction qui revient régulièrement, pour vous donner un aperçu de ce que ça pourrait donner. C'est par exemple, là j'ai plusieurs extraits, « Prenez une part de pigeon, virez les deux cœurs, tête de cheval, prenez une cuillère de miel, outre-vous en fait une ongue, mettez sur le passage. » Donc des trucs vraiment chelous qui n'ont pas forcément de lien et qui ne donnent pas vraiment d'indication géographique ou... Donc clairement ça ne sert à rien. Voilà. Parfait. Si vous vouliez trouver le trésor, ne comptez pas là-dessus. Donc des chasseurs de trésors continuent quand même de croire en son existence, sachant que très probablement le trésor existe.
et qu'il est effectivement caché quelque part, ou qu'il y a une partie encore qui est cachée quelque part. Ça, historiquement, c'est viable. Oui, mais tu peux passer ta vie à essayer d'écrire un cryptogramme et ça n'a rien à voir en fait avec le trésor. Voilà. Pourquoi tu pars si défaitiste, Plein de chasseurs Sandra C'est pas possible, C'est ça. vrai, ouais, pardon. Casser les rêves des Il y a gens. plein de chasseurs de trésors qui continuent de le chercher. Parce qu'il peut être un peu n'importe où sur l'océan Indien, sur plein d'îles différentes. Mais le trésor, c'est... Excuse-moi, le trésor, c'est que le trésor ou c'est le bateau compris? Non, le trésor. D'accord. Voilà, j'avais une hypothèse d'un chasseur de trésors plutôt connu qui s'appelle Emmanuel Mesino, qui lui est persuadé du coup que le trésor est à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Et lui, par exemple, ça fait des années, dès qu'il a quelques jours de congé, il part à La Réunion et puis il cherche, mais pareil, ça n'a rien donné. Et toutes les personnes comme ça qui sont sur les traces du trésor depuis des années n'ont pour l'instant rien trouvé. Voilà, donc ça reste... Puis en plus, la notion de trésor, c'est peut-être des trucs qui, à l'époque, valaient beaucoup d'argent, des choses exotiques, mais qui aujourd'hui ne vaudraient plus grand-chose, en fait. Où il y a vraiment il y aurait de de l'or, pur, des diamants, de l'argent, etc. Donc des choses qui pourraient quand même potentiellement être intéressantes. Et voilà, donc le mystère vraiment fascine. C'est un pirate qui est très très connu en fait sur l'île de la Réunion, sur d'autres îles de l'océan Indien, notamment sur l'île de la Réunion, il y a une tombe hommage du coup, au pirate Labuse, qui se trouve au cimetière marin de Saint-Paul. D'accord. Donc il n'y a pas de doute, hein, la dépouille n'est pas dans la tombe, c'est vraiment un hommage au grand pirate Labuse. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment des histoires qui sont très connues là-bas. C'est génial. Qu'on connaît presque plus là-bas qu'en France. Ok. Ouais, c'est pas mal, c'est fou. Que de mystère, les histoires. Bah oui, c'est fascinant. Et puis des trésors aussi énormes, forcément, ça donne envie. Beaucoup envie. Ça donne envie de s'équiper de pelles et de creuser, quoi. Voilà. C'est... Ok, ben merci beaucoup Juliette pour cette histoire de pirates et de trésors mystérieux. Après les égouts, un peu d'aventure et de diamants, ça change. Ah ben là, on a fait le Japon, on a fait l'Angleterre et là on a pas mal voyagé. C'est vrai. C'est pas mal. Voilà. Ouais, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On fait plein de photos. Salut. Bye.